Bien, chers amis, bonsoir à la Maison de Chateaubriand, bonsoir sur Teams, ce qui est aussi à la Maison de Chateaubriand d'ailleurs. Donc après les belles conférences de Marie-Bénédicte Diethelm et de Samantha Caretti, dans le cadre de notre programme Custine qui accompagne avec la Société des Amis des Custines l'exposition Catel, accompagnée d'une publication remarquable à laquelle ont contribué aussi bien Samantha Caretti que Gérard Gingembre, je tiens à le dire. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Gérard Gingembre, qu'on ne présente pas parce qu'il est trop connu. Et de nos amis ici, hein, tu es venu à plusieurs reprises quand même, hein, et nous ne nous en lassons jamais. Merci. Voilà. Moi non plus. Bon, ben alors, il y aura d'autres moments encore. Et Gérard va nous parler d'Astolphe de Custine et du romantisme. Ce qui est quand même un sacré sujet. C'est un vaste sujet, oui. C'est un sacré sujet, et donc je ne vais pas être long parce que tu vas avoir beaucoup à dire, et donc à toi, cher Gérard. Merci Bernard. Eh bien donc, bonsoir à tous les auditeurs présents et virtuels, et je commence bien sûr par des remerciements à la Maison de Chateaubriand et à tous ceux et toutes celles qui œuvrent pour que ce cycle de conférences ait lieu et qui ont œuvré pour qu'il y ait cette superbe exposition. Alors le titre de mon exposé, c'est Astolphe de Custine et le moment romantique, qui est peut-être moins difficile à cerner que Astolphe de Custine et le romantisme. Pourquoi le moment romantique? Car Astolphe de Custine est-il vraiment un romantique ou a-t-il plutôt une position qu'on qualifierait d'ambivalente à l'égard du romantisme? C'est ce qu'on essaiera de voir entre autres choses. Commençons par un simple rappel chronologique. Lorsqu'on naît en 1790, on naît la même année que Lamartine. Lorsqu'on meurt en 1857, on meurt la même année qu'Alfred de Musset, ce qui semblerait en quelque sorte encadrer une vie entre des figures du romantisme. Mais en réalité, quand on a 30 ans en 1820, on peut arriver déjà tard sur le marché de la production romantique, d'autant que la première véritable arrivée d'Astolphe de Custine en littérature, c'est 1829 avec Aloïs. Ce qui peut sembler un peu tard, mais ce n'est peut-être pas ça qui pourrait nous faire considérer que Custine est en marge du romantisme. On pourrait bien sûr développer la sociabilité de Custine qui, dans son salon, a reçu nombre d'écrivains et d'artistes et de personnalités ou de grandes figures du romantisme, mais cela à soi seul ne ferait pas d'Astolphe de Custine un représentant du romantisme. Et je pense qu'il est beaucoup plus pertinent de regarder au moins 3 ou 4 de ses œuvres pour essayer de déterminer dans quelle mesure les écrits de Custine sont imprégnés et de quelle manière par ce qu'on pourrait appeler l'environnement littéraire et esthétique du romantisme. Eh bien, si nous commençons par Aloïs, donc publié en 1829, on pourrait voir que le héros apparaît comme une sorte d'emblème d'une génération douloureuse. On pourrait voir dans Aloïs une reprise custinienne avec des problématiques propres à Astolphe de Custine, et bien tout simplement du grand texte modèle qui est le René de Chateaubriand. Aloïs me paraît être tout à fait dans la continuité de René, puisque le héros pris sous l'empire d'un attachement infernal vit dans une instabilité morbide, et qu'il se livre à l'introspection pour chercher une explication à cet état, qu'il est travaillé par un rêve d'absolu, qu'il va réaliser au cloître,
un caractère qui réunit tous les contraires, qui va finir par triompher du dilemme où le place sens du devoir, passion et impossibilité de la satisfaire, avec une sublimation qui ne peut se produire qu'au terme de souffrances dont la seule source est à chercher dans l'individu. Voilà un magnifique programme pour un héros romantique dans la suite de René. S'il est vrai, comme l'a remarquablement montré Marie-Bénédicte de Dittelme, qu'on peut voir dans Aloïs toute une série de clés qui rattachent le roman à la biographie d'Astolphe de Custine, il n'en reste pas moins que même sans ces clés, eh bien, Aloïs peut parfaitement entrer dans ce qu'on pourrait appeler le panthéon des héros romantiques modelés sur la figure originelle et originale de René. En somme, Aloïs comme figure romantique, si on prend tout simplement quelques passages, lorsque le héros arrivé en montagne dit que des tableaux si solennels auraient inspiré une sorte de terreur au jeune voyageur s'il eût été moins malheureux, mais ayant perdu lui-même le charme de la vie, il contemplait l'image de la destruction avec une insouciance sinistre. Il éprouva cependant un désir, le seul qui depuis bien des mois eût son âme de cette léthargique indifférence. Il voulut s'arrêter pour admirer la solitude. Il ordonna donc à ses guides de le précéder à l'hospice, leur promettant de les y rejoindre en peu de temps. Si on lit également « Je suis né fort peu de temps avant l'époque où éclatèrent les discordes civiles qui agitent mon pays. Je n'ai connu ni mon père qui périt victime de la fureur des factions, ni ma mère qui ne put se consoler de la perte de son époux et mourut de douleur peu de temps après lui. » On peut accumuler les détails, les éléments. Tout cela constitue tout à fait un portrait de héros romantique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en 1829, c'est-à-dire quand même 24 ans après la publication séparée de René, que nous avons cette réécriture custinienne du René de Chateaubriand. Nous pourrions également regarder du côté du théâtre. On parle assez peu de la Béatrix Cenci d'Astolphe de Custine, qui, il est vrai, n'a pas connu un énorme succès à la Porte Saint-Martin, 4 représentations seulement en 1833. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, d'une part, Astolphe de Custine avait commencé par l'écriture d'un poème, La Cenci, en 1829, qu'il revient à ce sujet quelques années plus tard, pour écrire une pièce qu'il qualifie de tragédie, mais dont l'esthétique relève du drame romantique, du drame historique romantique. Puisque la figure de Béatrix Cenci est tyrannicide, parricide, une tragédie dans laquelle il y a un père incestueux, une fille vertueuse et orgueilleuse, un despote cruel qui souffre de ne pouvoir jouir de l'amour de sa fille et nourrit de sa violence de la résistance hautaine de celle-ci. Merveilleux sujet de drame romantique. D'autant que, comme vous le savez, ce sujet de Béatrix Cenci avait été traité auparavant par Shelley en 1819 avec The Cenci a Tragedy in 5 Acts. Je n'ai pas trouvé trace de la lecture faite par Astolphe de Custine de la pièce de Shelley, mais nous savons qu'il lit admirablement l'anglais. Je ne serais pas autrement surpris qu'il ait lu Shelley. Peut-être même a-t-il lu la réécriture de Shelley par William Savage Landor, texte un petit peu moins connu. En tout état de cause, prendre une telle héroïne qui sera reprise à son tour par Stendhal dans ses chroniques italiennes en 1837, qui sera reprise par Alexandre Dumas dans ses crimes célèbres en 1840, qui sera reprise par toute une série d'auteurs du 19e et du 20e siècle, pensez à Antonin Artaud en particulier avec les Cenci de 1935, c'est quand même s'inscrire dans une écriture théâtrale de figures hautes en couleur, chargées de passion, avec des conflits absolument admirables. Comment mieux dire qu'Astolphe de Custine écrit un drame romantique, quand bien même il l'appellerait tragédie. Voilà donc 2 œuvres qui, de mon point de vue, sont tout à fait représentatives de l'inscription de Custine dans le moment romantique.
Est-ce pour autant que Custine, tout en produisant ces textes, adhère au romantisme, à son esthétique, ou en tout cas à ses proclamations esthétiques? Est-ce qu'il est un membre du mouvement romantique? Il faudrait nuancer le propos. J'en veux pour preuve un texte tout à fait délicieux, qui est Les Amitiés littéraires, qu'il écrit en 1831, et qui est publié en 1832 dans le livre des 101, qui relève de cette fameuse littérature panoramique des années 1830-1840. Vous savez que c'était une entreprise éditoriale où un certain nombre d'amis s'étaient réunis pour renflouer le libraire-éditeur L'Avocat, qui éprouvait un certain nombre de difficultés financières. Eh bien, dans le livre des 101, les Amitiés littéraires en 1831, que Julien Frédéric Tam qualifie de pamphlet, me paraît être un texte qui anticipe, par son ironie, par son humour, mais également par sa satire, anticipe sur un texte postérieur, les lettres de Dupuy et Cotonnet d'Alfred de Musset. Car en effet, ces amitiés littéraires en 1831, la date est évidemment capitale. Nous sommes après 1830. Nous sommes au moment où la camaraderie littéraire, pour reprendre l'expression de Sainte-Beuve et de Latouche, est devenue une sorte d'institution dans les relations de sociabilité et de promotion littéraire chez les romantiques. Et Custine, avec ces trois personnages imaginaires, l'impartial, le novateur et le poète n'étant pas très éloigné de Custine lui-même, va montrer en quoi la littérature, singulièrement romantique, après 1830, est devenue à la fois une foire d'empoigne, mais également est véritablement entrée dans le processus publicitaire, dans la promotion de l'œuvre littéraire par ce que nous appellerions aujourd'hui les réseaux, ce qu'on appelle à l'époque la camaraderie littéraire, et il dénonce cette pratique de la littérature et des écrivains en montrant ainsi la manière qu'il a de se démarquer, de se positionner par rapport à ce milieu littéraire. On y trouve quand même un certain nombre de formules qui sont particulièrement percutantes. L'impartial, qui est une sorte de juste milieu après 1830. Le vrai succès n'est que pour les livres qui se vendent. Un bon ouvrage ignoré n'en vaut pas un mauvais en vogue. Eussiez-vous la facilité de Voltaire, eussiez-vous du génie, il faudrait encore la vogue pour les faire valoir. Ne connaîtrez-vous jamais l'esprit du monde où vous vivez? Les livres ne font plus la réputation de leurs auteurs, ce sont les auteurs qui font celle de leurs livres. Aussi, faut-il que tout libraire soit homme de lettres et tout littérateur libraire? Telle est la loi du jour. On doit s'y soumettre, ou bien on est perdu. Prenons un autre passage tout à fait remarquable. Et là, c'est le poète qui s'exprime. Le pouvoir est toujours entouré de ses dévots. Il faut suivre les masques pour savoir où est la force. Chaque révolution accomplie opère un déplacement d'hypocrisie, qui est pour ainsi dire le complément de celui des fortunes et des places. Et ce qui me prouve que la nôtre est loin d'être terminée, c'est que je vois encore des tartuffes de religion. Prenons une dernière citation. Lorsque le poète va dire à ses deux interlocuteurs dans cette conversation imaginaire, « Vous, classiques, vous défendez le goût de notre siècle, et vous, romantiques, le novateur hausse les épaules, vous faites la critique la plus amère de la nouvelle école. Vous m'avouerez que c'est aussi plaisant qu'un confesseur qui prêcherait la vie du monde. » Le novateur, plaisant, je ne sais, rien ne l'est aujourd'hui. Le monde a peur du rire comme un mourant de la dernière convulsion. Cela prouve seulement qu'après s'être moqué de tout,
l'habitude et le besoin du sarcasme fait qu'on n'a plus d'autres ressources que de se moquer de soi-même. Le poète reprend « J'aime vos épigrammes involontaires contre la mode. La mode est l'idole dont le culte a gâté le goût français. Elle dégrade jusqu'au génie en le rendant dépendant de circonstances qu'il devrait dominer. L'art est de tous les temps, c'est une religion. Les esprits initiés à ces dogmes doivent les respecter avant tout, sous peine de sacrilège. Le poète qui méprise son pays et désespère de son siècle au point de viser à la vogue et à la fortune abuse des dons du ciel. Les grands talents n'appartiennent pas aux hommes qui les exercent, ce sont des charges qui font partie du patrimoine du genre humain. Et l'artiste qui, loin de travailler dans le pur intérêt de l'art, fonde sa réputation sur des concessions, est un dépositaire infidèle, un empoisonneur, un faux frère, qu'il faudrait étouffer au lieu de l'applaudir. Car la prostitution de la pensée me paraît la pire de toutes. La prostitution de la pensée dans les amitiés littéraires de 1831. Qui est visé? Eh bien tout le monde, en réalité. Ce que Custine affirme ici, c'est que participer au jeu littéraire contemporain, rentrer dans le circuit de la production des textes, de leur publication, de leur diffusion, de la critique, etc., relève de la prostitution. En d'autres termes, l'écrivain est condamné soit à s'avilir en participant à la sinistre comédie moderne, soit à se retirer sur l'Aventin et à écrire des textes que personne ne lira, car il ne trouvera ni éditeur, ni lecteur. Voilà un texte qui me paraît on ne peut plus intéressant pour bien montrer en quoi Custine a une position originale, quasi suicidaire littérairement, bien entendu, mais originale par rapport à ce qu'il en est du moment romantique post-1830. L'autre pratique littéraire qui rapprocherait maintenant Custine du moment romantique, eh bien, ce sont ses récits de voyage. Certes, nous savons que Custine est pour l'essentiel connu aujourd'hui pour son texte sur la Russie en 1839. Mais je ne parlerai pas de ce récit, d'une part parce que Vera Milchina va en parler, et d'autre part parce que la Russie de 1839 est à la fois un récit de voyage et un grand texte politique, alors que les récits de voyage antérieurs relèvent plus de ce qu'on appelle la littérature viatique, que Custine a, eh bien, je crois qu'on peut le dire, véritablement renouvelé par rapport aux pratiques qui étaient celles du début du XIXe siècle, quand bien même Chateaubriand, avec son itinéraire de Paris à Jérusalem, avait déjà proposé une nouvelle façon d'écrire le récit de voyage, mais je crois que Custine va plus loin. Et il se trouve qu'il y a eu un excellent article d'Alain Guyot intitulé « Custine et la poétique des voyages », où il parle de l'épître dédicatoire à Miss Bowles dans l'Espagne sous Ferdinand VII, publié en 1838, et où Alain Guyot montre, je crois, de manière tout à fait éclairante ce qu'est l'originalité de Custine dans ce qu'il qualifie d'un récit de voyage d'écrivain. C'est-à-dire que ce que Custine va véritablement apporter au récit de voyage, c'est justement un style nouveau qui permet de résoudre la contradiction devant laquelle tout écrivain qui veut faire un récit de voyage se trouve. D'un côté, viser l'objectivité et donner le plus possible de faits, d'anecdotes, d'observations possibles au lecteur, et de l'autre faire acte d'écriture sur un mode narratif. Eh bien, Custine va dépasser tout cela en proposant une nouvelle façon de décrire le récit de voyage, et il se trouve que j'ai trouvé également un texte que je ne sais pas dans quelle mesure il est connu de tout le monde, d'un chercheur polonais, Remigiusz Foricki, de l'université de Varsovie, qui a écrit Les Métamorphoses de l'Europe dans les voyages d'Astolphe de Custine.
Et dans cet article, dont je vais vous lire une partie, parce que je crois qu'il est relativement peu connu, Foricchi définit ce qu'il appelle la révolution copernicienne du récit de voyage par Astolphe de Custine. Il a introduit au récit de voyage des éléments autobiographiques où, moyennant recours à un syncrétisme générique, il fait allusion ici au mélange de lettres, de récits, de descriptions, il avait niché entre autres des fragments de son journal intime en présentant consciemment, sous un jour défavorable, son autoportrait, empreint d'une ironie amère, de préoccupation, voire d'angoisse. En imitant l'Éda poétique ressuscité par les romantiques, il a remplacé le discours linéaire de la narration par une fiction basée sur l'imagination. Il a utilisé l'imagination en tant que critère littéraire. Il a révolutionné le voyage par l'introduction d'éléments narratifs très subtils. Il a mis en relief le caractère subjectif de sa relation en dédicaçant son journal à l'ami que j'aurai. Donc ce que dit Foricchi, c'est que Custine s'installe lui-même au cœur du récit de voyage. Il fait de la littérature viatique individualisée. Il n'est pas simplement celui qui raconte, celui qui décrit, celui qui rapporte ce qu'il a vu, voire les conversations qu'il a pu avoir avec telle ou telle personne dans le pays qu'il visite, mais il se met en scène et il va exhiber les impressions de voyage en les mettant en rapport avec sa propre subjectivité. En d'autres termes, ce n'est pas un voyageur qui raconte, c'est un voyageur qui se raconte en voyageant. Dès lors, Astolphe de Custine me paraît être d'une manière encore plus décisive qu'avec Aloïs ou avec Béatrice Sanchi, me paraît être au cœur d'une nouvelle conception romantique du récit de voyage, inaugurée par Chateaubriand, mais magnifiée par Astolphe de Custine lui-même. Il pourrait donc il devrait figurer parmi les tout premiers exemples du récit de voyage au cours du XIXe siècle. D'ailleurs, on peut trouver un magnifique exemple de cette subjectivité mise en scène d'Astolphe de Custine dans les voyages, dans un petit extrait on a dans le voyage qu'il fait en Écosse. D'ailleurs, Custine a oscillé entre les deux grands pôles du voyage romantique au XIXe siècle. D'un côté, la Grande Grèce, avec la Calabre, de l'autre côté, l'ancienne Calédonie, avec l'Écosse, le Nord et le Midi. Une vieille problématique romantique depuis au moins Madame de Staël. Et donc il rêve sur le rivage d'Inverness, l'un des deux points ultimes de son parcours. Et il va comparer ce qu'il appelle les rivages nébuleux de cette terre glacée aux côtes de Calabre. Ce souvenir, écrit-il, m'a conduit à repasser toute l'histoire de ma vie. J'ai mesuré d'un coup d'œil le travail du temps sur mon être. Ces réflexions m'ont fait sentir distinctement, pour la première fois, qu'il y aurait désormais dans ma vie plus de regrets que d'espérance. En d'autres termes, c'est le spectacle de la mer à Inverness qui provoque chez lui ce retour sur lui-même, qui lui permet de se définir en tant qu'individu, de se situer autant dans le temps que dans l'espace, et cette impression du rivage devient un révélateur de l'identité profonde et du drame intime de l'individu. Voilà comment le récit de voyage devient en fait une manière d'autobiographie romantique. Et quand il s'agit de décrire, eh bien, prenons un autre exemple, dans l'Espagne, lorsqu'il arrive
en Andalousie. On vient de faire 40 lieues à travers la Manche, la Mancha, hein, pas le Channel, sans rencontrer un arbre, sans pouvoir boire une goutte d'eau pure. Tout à coup, on se croit au milieu d'un jardin botanique d'une richesse sans pareille. Les arbres, les fleurs, les plantes du midi sont rangées sur des gradins de rochers comme dans une serre. Ces degrés naturels forment des terrasses où chaque famille végétale trouve sa place, son élévation, sa température, son terrain. C'est grand et joli tout à la fois. C'est un jardin de fées. Il n'est pas jusqu'aux pierres qui végètent et ne se recouvre des plus beaux lichens dont les teintes dorées ajoutent à l'effet magique du paysage. Paysage recréé en réalité, plus que contemplé, sorte d'oasis andalouse devant laquelle se trouve le voyageur qui, du coup, va entrer en communion avec ce paysage-jardin ou ce jardin-paysage. On pourrait multiplier les exemples. Donc, le récit de voyage chez Custine est non pas simplement une œuvre littéraire, mais une façon de se dire en disant le monde. Du coup, on pourrait essayer de voir comment ce récit de voyage, ces récits de voyage, entrent en phase avec ce que dit Custine de lui-même dans sa correspondance. Et là, évidemment, je vais me référer à une lettre que Albert de Luppé avait publiée, une lettre au marquis de Lagrange, qui est du 27 juillet 1818, et dont je vais lire un extrait. « Depuis que je suis au monde, mon être est une énigme qu'aucun cœur n'a devinée, qu'aucun esprit n'a pénétrée, et que je puis expliquer moins que personne. Quelquefois, je me reproche de penser trop à moi, et je me dis que tous les hommes seraient de même s'ils s'observaient autant. Mais c'est précisément cet abus de réflexion que je ne puis éviter et qui me caractérise. Je vis comme un torrent qui, au lieu de remplir son lit, creuse un abîme à sa source et s'y précipite en tourbillon. Je suis voué à une tristesse innée, qui vient sans doute des contradictions de ma nature. Je suis violent et inactif, j'ai l'âme passionnée et paresseuse. Avide de tout, je demeure indifférent à tout, inactif à regret, et cependant ennemi de tout effort. La vie pour moi n'est qu'un songe, et mes jours ne sont marqués que par la perte des illusions. Je me tire de cet état par un calme, par un aplomb qui ne sont qu'apparents, mais cette apparence même m'est utile, et mon âme cède de ce qu'on la croit pour devenir ce qu'elle devrait être. Je souffre plus que je puis dire de mon caractère incomplet. Rien n'est un, rien n'est achevé, ni dans mon cœur, ni dans mon esprit. Et si vous me connaissiez à fond, vous apercevriez partout des lacunes et des disparates. Ma vie est un songe, mes illusions sont perdues. Eh bien, on a l'impression d'un florilège de déclarations romantiques. On a l'impression d'un ensemble d'éléments réunis de manière contradictoire qui composent Astolphe de Custine se disant comme un personnage romantique, et tout se passe comme si, à mon avis, c'est une hypothèse, c'est le récit de voyage qui va devenir l'exutoire de cette inconstance constitutive, de ces contradictions qui le définissent, selon ses dires, comme si l'écriture était le seul moyen de se recomposer. L'identité d'Astolphe de Custine n'est peut-être pas autre chose que la somme de ses textes, et en particulier de ses récits de voyage. Et pourtant, si cette lettre de 1818 semblerait l'inscrire définitivement dans ce qu'on pourrait appeler l'éthos et romantique et dans la conception de l'être romantique,
Eh bien, par ailleurs, Custine va continuer à dénoncer son époque, va continuer à dénoncer le moment romantique, comme il le faisait dans les Amitiés littéraires de 1831, et il le fait dans une lettre, eh bien, à qui d'autre? À Balzac. La lettre du 29 juin 1846, qui avait été publiée par Georges Castex, par Roger Pierrot, pardonnez-moi, dans un article de l'année balzacienne. Et où Custine déclare ceci à Balzac. Convenons donc que nous voulons dominer les esprits. Nous, les écrivains. Or, à talent égal, je prétends que désormais la force est à mes opinions. Les idées, et surtout les passions, les sentiments qui gouvernent notre littérature depuis 150 ans, et particulièrement depuis 20 ans, nous sommes en 1846, faites le calcul, sont usés. Ils empêchent les œuvres de l'art de produire des effets assez salutaires pour être universellement applaudis. Le principe civilisateur du genre humain est un sens profondément moral, plus que moral, divin. Le pouvoir durable est là, voyez les Grecs. Ils ne règnent encore sur nous que parce qu'ils étaient pour leur temps et pour leur pays sérieusement religieux. À partir de Voltaire et même de Molière commence pour la France et pour le monde une littérature satanique. Je veux bien qu'on se moque à outrance de ce qui est, mais uniquement au profit de ce qui devrait être. Rousseau a fait ce qu'il a pu. Il a cru ramer courageusement contre le courant, c'était beaucoup, mais il était genevois. C'est bien plus encore. L'époque de reconstruction est enfin arrivée. Observez les plus jeunes esprits de notre temps et voyez où Dieu les mène. Je ne vous demande pas la foi, ceci est la matière d'un compte à régler entre le ciel et vous, mais ayez du moins la vue. Peu m'importe à moi, collaborateur et non prédicateur, que vous croyez, mais ce qui est essentiel, c'est le sort de l'œuvre, et il dépend de ce que vous ferez croire à vos lecteurs et à vos spectateurs. Ce qu'il faut faire croire aujourd'hui pour écrire, c'est que la nouvelle société ne peut se rebâtir que sur les fondements de l'ancienne, sur le catholicisme. Cette refonte ne fera pas reculer la pensée, car il y aura dans le nouvel édifice assez de changements pour produire l'illusion nécessaire aux imbéciles soldats du progrès. Mais je soutiens que la base de l'ancienne civilisation est seule assez large et assez solide pour porter la nouvelle, et qu'il s'y faut adapter si l'on veut faire cadrer l'œuvre individuelle avec l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire inscrire son nom sur la liste des hommes de génie. Extraordinaire programme proposé par Custine en 1846. Le salut de la littérature est dans le catholicisme. Or, nous savons que le romantisme est d'une certaine façon très profondément religieux, mais il n'est pas catholique. Et tout se passe comme si Astolphe de Custine voulait proposer une contre-révolution spirituelle pour que l'on sorte enfin du romantisme qui lui paraît, en 1846, mais au moins depuis 1826, frelaté, d'un romantisme qui lui paraît être allé sur des voies qui ne menaient nulle part, d'un romantisme dans lequel pourtant il s'inscrit, mais d'un romantisme devenu désuet, démodé, dangereux et peut-être pervers. Et que dit-il à Balzac? Il faut choisir la route que je vous indique. Je ne l'ai pas choisie, moi, j'étais né pour y marcher. Hélas, d'un pas bien plus hardi. Mais enfin, si à côté de colosses tels que vous et les autres, j'ai encore une petite place dans la littérature contemporaine, c'est parce que je suis catholique. Quelle science, nulle critique, nul avertissement, nulle objection, nulle découverte n'ébranlera ma croyance. Pas même un calcul chronologique. C'est comme si des badauds criaient à un naufragé près d'atteindre au port que sa planche est pourrie, et que m'importe, elle me sauve. Une fois au rivage, je l'abandonnerai au ver. Pardon, cher Balzac, mais vous êtes de ces hommes qui tirent des cœurs les pensées vraies. Vous le savez mieux que moi.
Les grands siècles sont ceux où les dominateurs de l'intelligence proclament leurs croyances et cachent leurs doutes. Sur Louis XIV, on savait se taire aussi bien qu'on savait parler. 3 hommes, Molière, Bossuet et Louis XIV, suffisent pour dominer le siècle. On croirait entendre Louis de Bonald, Molière exclu. Mais pour dominer, il faut commencer par comprendre, et nul ne comprend le présent s'il ne pressent l'avenir. Eh bien, permettez-moi de conclure en qualifiant cette lettre de Custine de sa préface testamentaire. Je vous remercie. Merci, cher Gérard, pour cet exposé extrêmement riche, tout en étant clair. Il est d'autant plus compliqué qu'il est faussement clair et très très retors. Et la préface testamentaire, alors là, c'est vraiment boucler la boucle avec Chateaubriand et In fine. Alors, j'imagine qu'il y a pas mal de réactions qui peuvent être suscitées, enfin des rapprochements. Il y en a beaucoup avec Chateaubriand, oui. à plusieurs moments, Oui. entre l'itinéraire, la fin des mémoires, l'avenir du monde, le catholicisme, le christianisme. Entamer simplement en 29. 29, c'est finalement relativement tôt encore pour le débat sur le romantisme en France. Oui. Ah oui. C'est 24, Oui. les grandes condamnations. Oui. Donc 29, c'est encore un moment. Oui. Et est-ce qu'on sait ce qu'il a alors sur cette non pas camaraderie littéraire, mais prostitution littéraire? Est-ce qu'il a fait des remarques sur les lectures organisées par Juliette Récamier pour Chateaubriand en 1834? Non, à ma connaissance, non. Mais je ne connais pas Custine par cœur. Hein, donc, mais je ne sais pas. Dans sa correspondance. Dans la correspondance, oui. Il avait à cœur d'assister à ces lectures-là. Après, est-ce qu'il a changé d'avis, notamment au moment où il a su que dans ces cercles-là, on avait un petit peu manipulé l'écriture de mémoire? On n'en a aucune trace, pour l'instant, ni dans la correspondance, ni a priori dans ce texte des amitiés littéraires. Oui, c'est possible. D'autant que le texte des amitiés littéraires, il faut tenir compte aussi d'un facteur que j'ai évidemment sournoisement passé sous silence, c'est que le livre des 101 est un livre dans lequel l'ironie est de rigueur, en quelque sorte. Hein. Et donc, il faudrait essayer de déterminer jusqu'à quel point l'ironie custinienne est surjouée ou non dans ce texte. Mais il me semble quand même que la dénonciation de la camaraderie littéraire me paraît... En plus, elle est d'époque, elle correspond tout à fait aux polémiques qui s'installent après 1830. Hein. D'autant que après 1830, le romantisme, de manière assez large, devient, disons, l'esthétique de référence, hein, et même, je dirais, l'esthétique dominante. Quand bien même quantitativement elle ne le serait pas, peu importe. On se positionne nécessairement par rapport au romantisme. Oui. Parce que le premier texte sur la camaraderie littéraire, l'opposition entre la touche et la muse française, c'est bien antérieur. Oui, c'est antérieur, c'est ça. Et les arguments, il y a une certaine ressemblance dans les arguments employés par la touche sur la camaraderie et dans les arguments employés à la Société des bonnes lettres contre le romantisme. Suspecté de s'adonner aveuglément à des modes anglo-saxonnes ou saxonnes tout court, etc. Et les éléments, c'est comme s'il rejouait dans les 101 le moment clé du débat. Oui, d'un débat antérieur. Mais rejoué, c'est pas du tout qu'il est répété. Non, il est rejoué et surtout il se situe après 1830, c'est-à-dire après le moment où le romantisme affirme avoir triomphé d'une certaine façon. Hein. Je crois que c'est ça. Ce n'est pas nouveau du point de vue de l'argumentation, c'est nouveau du point de vue de la reprise de cette argumentation à un moment précis de l'histoire du romantisme. Ouais. C'est encore plus pertinent de parler de Custine et du moment romantique. Voilà, c'est pour ça que je parlais du moment romantique. Oui. C'est très convaincant. La lettre à Balzac, elle est, je
spontanée. En fait, et quelles sont les circonstances? C'est à la suite d'un livre de Balzac? Alors, je vais vous retrouver ça. Cette lettre à Balzac, elle est donc 29 juin 1846. D'après Roger Pierrot, qui avait recensé les lettres de Custine d'un côté, les lettres de Balzac de l'autre, il signale qu'il y avait eu un long silence dans la correspondance échangée après la publication de la Russie en 1839. Et c'est une reprise. La publication, elle est de 43. Elle est de 43, c'est ça. Alors, mais il y a un long silence entre 43 et 46. Alors, on suppose que des lettres ont été perdues. Mais il ne semble pas, si vous voulez, que cette lettre de Custine à Balzac soit liée à la réception d'un livre. C'est un peu la pensée oui. disons, du médecin de campagne. Oui. De Balzac. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire la pensée politique du dernier Balzac. Exactement. C'est-à-dire que là, il renchérit en quelque sorte sur l'idéologie balzacienne telle qu'elle est devenue en 31, et qui se manifeste notamment dans le médecin de campagne et dans d'autres œuvres. Il est devenu de notoriété publique que Balzac se rallie au légitimisme à partir de 31-32. Oui. Maintenant, dès 32, dès 32. Il commence un petit peu et puis après ça devient officiel. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça imprègne moins les œuvres. Bien sûr. Ça n'entraîne pas les œuvres en fait. Et surtout, c'est ça lui demande ça imprègne les œuvres de la fin. De la fin, c'est ça. Mais ce qui est absolument génial, c'est Balzac, c'est que cette idéologie contre-révolutionnaire teintée de légitimisme et fortement imprégnée de catholicisme bonaldien, en fait, renforce encore la critique sociale et politique de la monarchie de Juillet. Et c'est ça il détruit idéologiquement la monarchie de Juillet de ce point de vue-là, plus encore que ne le font les opposants de l'autre bord. Et la modernité, voilà, c'est ça. C'est la modernité à la fois politique et économique. C'est ça. Ouais. Et donc, tout se passe comme si Custine disait à Balzac, soyez encore plus catholique dans vos œuvres que vous ne l'êtes. C'est assez étrange. Mais nous n'avons pas la réponse de Balzac à cette lettre. Oui. Oui. Il est parti rejoindre Madame Mosca. Oui. Oui, Madame Michina, bonjour. D'abord, merci, c'était passionnant, mais ce que je veux ajouter, qu'en 1846, la 3e édition de la Russie en 1839 apparut, et il y a là des ajouts. Et dans une des lettres, il y a un ajout sur Custine dit que entre la dictature, la tyrannie des prêtres et la tyrannie des journalistes, il vote pour la tyrannie des prêtres. Et il explique pourquoi. C'est tout comme cette lettre à Balzac, je dirais même que c'est écrit en même temps. D'accord. Oui. La même chose. Oui. Et on voit que en 1946, quand il prépare cette 3e édition, Custine, excusez-moi, il s'en fiche déjà des problèmes politiques de la Russie. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est le catholicisme et tous les problèmes de la religion et de l'état des prêtres. Ça le touche vraiment au cœur. Ah oui, très très intéressant, oui. Et ça nous fait rêver d'autant plus à ce qu'aurait été le roman que Balzac avait projeté dans la Comédie humaine qui s'intitulait Le prêtre catholique. Ah oui. Et nous ne savons pas. Lui, il fera Romuald de la vocation. Oui, c'est ça. Justement, il réfléchira sur ces questions religieuses qu'évoque Vera Milchina. Il a même projeté une suite. À Romuald, il avait dit cette suite va faire trembler Rome. Malheureusement, que sont devenus ces papiers, on ne sait pas. C'est ça, oui. Mais on voit que dans la fin de sa vie, c'est vraiment ce qui l'intéresse. Mais c'est comme dans Illusion perdue, lorsque Lucien Rubempré écrit un roman sur les guerres de religion, j'ai pris parti pour les catholiques. Par contre, le curé de Tours... oui. Mais heureusement, Balzac est loin d'être monolithique.
les contradictions balzaciennes sont d'ailleurs des contradictions dynamiques au sein de la comédie humaine. Ce sont les mêmes questions qui sont vues selon des angles différents. C'est ça qui est tout à fait remarquable. Sur le positionnement de Custine vis-à-vis du romantisme, c'est vrai que c'est très complexe. On le voit aussi dans la correspondance. Et alors, lui, il va l'exprimer en disant « Je ne suis ni classique ni romantique ». D'ailleurs, il trouve ces discussions tout à fait inutiles, exact, mais je suis éclectique. Je suis éclectique. Et éclectique, je pense qu'aussi on aurait pu l'employer par rapport aux lectures qu'il fait, parce que finalement, il va jusqu'à lire Baudelaire en 1857, et puis il va lire Dante, il va lire des classiques, il va lire des romantiques. Et c'est vrai que je pense qu'il est nourri par de nombreuses choses, et c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas véritablement à se retrouver dans une... Mais de toute façon, la plupart des romantiques, rares sont ceux qui assument véritablement l'étiquette, à commencer par Lamartine et Chateaubriand, ou avec des intentions différentes, des stratégies auctoriales différentes. Victor Hugo affirme tardivement qu'il n'a jamais utilisé le mot romantisme, ce qui est un mensonge éhonté, mais ça montre bien que lui-même, que Victor Hugo est fluctuant, les gars. Oui, mais le mot romantique a été jeté à la tête d'un certain nombre d'écrivains, comme le mot d'ultra a été jeté à la tête d'un certain nombre de royalistes. Dans les deux cas, le terme, ça a marché. C'est-à-dire qu'on les appelle les ultras, on les appelle les romantiques. Ce qu'était romantique classique à l'époque où on considérait Lamartine comme un pur classique à la Société des Bonnes Lettres et où c'est sous la présidence de Chateaubriand qu'a été condamné le romantisme le plus sévèrement, avant l'Académie. Tout ça, ça dénote une complication très extrême du débat, et qui me fait pour ma part penser que quand Hugo lance la véritable définition du romantisme, c'est le libéralisme en littérature. On se trompe simplement quand on pense que c'est l'application du libéralisme à la littérature. Je crois que ce qu'il veut dire, c'est que c'est par la littérature qu'on va pouvoir définir le vrai libéralisme, et que c'est ça l'ambition du romantisme de Hugo. C'est pas du tout d'être un libéral à la Constant qui ferait de la littérature adaptée. Oui, en fait, je crois qu'il écrit libéralisme car il pense à liberté, à la liberté. Par la littérature. Voilà, c'est ça. Ce qu'il disait dans la préface de Cromwell. Exactement. Nous sommes arrivés au temps de la liberté. Voilà. Mais c'est pas la liberté politique à laquelle il pense à la liberté en littérature. Et fondé, c'est ça que je veux dire, fondé par et dans la littérature. Et fondé dans et par la littérature. Et ça traverse aussi les extraits que tu as cités, cette question qui est un peu en filigrane quand même. C'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien dans cette affaire. C'est ça, Non, mais de toute façon... La liberté dévoyée. C'est vrai que plus on essaye de comprendre ce qu'est le romantisme, on s'aperçoit que c'est un terme totalement piégé. D'abord, on ne peut l'utiliser décemment qu'au pluriel, les romantiques, et on ne peut l'utiliser que de manière très différente selon la chronologie. Le romantisme 1820 n'est pas le romantisme 1830, n'est pas le romantisme 1840, etc. Ce qui fait qu'en fait, on arrive à un éclatement de ce qu'on appelle le romantisme, et qu'on ne peut essayer de se retrouver qu'en essayant de positionner les uns par rapport aux autres, et selon les moments et selon les circonstances. Donc ça devient très difficile. Et Custine est particulièrement difficile aussi de ce point de vue-là. Si vous voulez voir ça à partir de la position des différents écrivains, alors évidemment elle est très fluctuante, mais il n'en reste pas moins, enfin moi c'est mon propos, il y a une vision du monde romantique, une conception du monde romantique, qui peut avoir une traduction aussi bien contre-révolutionnaire que révolutionnaire, Et le jeu de Marx est très romantique. Enfin, ces œuvres poétiques qui ont été publiées sont très romantiques. Et c'est le même aussi romantique que Novalis, qui et chez nous, il y a là aussi la même chose. Oui, c'est vrai. À la fois à droite et à gauche. Oui. Si on essaye de trouver des points communs à tous ces romantiques, j'irais du côté, alors effectivement, de la volonté d'écrire le plus librement possible, et d'essayer d'aller, autant que faire se peut, vers une sorte d'élévation spirituelle.
Et cette élévation spirituelle... Et puis l'histoire. Et puis l'histoire, le rapport à l'histoire. Et je dirais même plus encore que le rapport, la conscience d'être des êtres historiques. C'est ça, l'historicisme. L'historicisme romantique me paraît fondamental. Ouais. Exactement. Et on le trouve aussi bien chez les romantiques de droite que les romantiques de... tout à fait, oui, c'est ça. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Oui, oui. Oui. Une question aux conférenciers. Oui. Ce que tu as dit du voyage, et particulièrement du voyage romantique, et particulièrement de celui de Custine, est-ce qu'on ne pourrait pas dire quelque chose de semblable par rapport aux travaux historiques de la période? Ah. C'est-à-dire que c'est exactement tout aussi une tentative de définition de soi. Oui, l'implication de l'historien dans son travail. Qui reste Chez Michelet, c'est clair. Chez Michelet, c'est très très clair. Très, très clair. Oui. Chez Augustin Thierry, etc. Oui, c'est-à-dire que l'historien, en fait, c'est un petit peu c'est les prémices, si j'ose dire, de la théorie de la relativité. L'observateur, ce qui est observé dépend de l'observateur, et l'observateur est dans ce qu'il observe. C'est ça. Hein? Eh bien, l'historien, il est dans l'histoire qu'il écrit. Oui. Hein? Et donc, l'histoire tend à devenir subjective. Enfin, ouais. Oui. Bon. Je pensais aussi à un autre genre littéraire qu'on aurait pu aborder, qui est celui de la poésie, puisque Custine, et on le voit notamment dans la correspondance, s'essaye dans ses débuts, il veut tenter, comme d'ailleurs beaucoup de romantiques aussi seront tentés par cet exercice, d'écrire des vers. Alors il le fera même plus tard parce qu'il va collaborer à La Perce-Neige, qui est un recueil que Marie Naudier avait imaginé, elle avait demandé plusieurs collaborations, et il y a notamment un poème de Custine. Donc je me dis que parmi les genres aussi justement, on aurait pu analyser la tentation de Custine pour la poésie, tentation qui pour beaucoup relève d'un échec, mais c'est justement peut-être que ça aurait pu aller dans le sens de cette... Mais je crois que les quelques recensions critiques des poésies publiées de Custine ont été dévastatrices. Oui, voilà, ça ne l'a pas véritablement incité à Et moi qui m'avais frappé, que j'avais tous les dans une communication, la Société Chateaubriand, c'est dans son voyage de 1822 en Angleterre. Oui. C'est un des tout premiers à avoir, parmi les écrivains, à avoir vraiment conscience de l'ampleur et de la profondeur de la révolution industrielle. De la révolution industrielle et de la misère que ça entraîne. Mais la misère et la richesse, effectivement. Oui, exactement. La transformation. Tout à fait, oui. Du port de Londres, sur ses visites à Manchester, ou ses visites quand il a été voir chez Owen. Oui, c'est le voyage en Angleterre est une découverte du nouveau monde industriel. J'en avais un tout petit peu parlé pour la société Custine à Aucunville. J'avais évoqué cette découverte par Custine de l'industrie en Angleterre. Tout à fait. Et de ce que ça a entraîné aussi pour le paysage industriel. Et c'est vrai que c'est vraiment un des tout premiers à dire ça. Oui. Et de façon aussi détaillée. Oui. Et d'ailleurs, dans l'article du chercheur polonais que j'évoquais tout à l'heure, je ne connaissais pas. Je te donnerai les références. Et il y a tout un développement justement sur ce regard nouveau porté par Custine sur l'ère industrielle en Angleterre. Oui, c'est vrai. On aura peut-être l'occasion d'en parler en 2022, puisque ce sera le bicentenaire de ce voyage. Du voyage en Angleterre et en Écosse, oui. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais encore te féliciter. Merci à vous. Merci à vous. Thank you.